On n'a jamais créé autant d'entreprises en France et si la création d'entreprises continue autant à se développer, c'est en grande partie grâce à la micro-entreprise. Elle est simple, elle est flexible, elle a vraiment de quoi séduire avec de vrais atouts, mais elle reste une entreprise à part entière avec des règles à respecter en tant que professionnel, des stratégies à mettre en place, y compris au niveau administratif. Alors quel est l'essentiel à savoir avant de se lancer et de créer sa micro-entreprise ? C'est ce que nous allons voir dans cet épisode. Bienvenue sur le podcast J'aime la paperasse, le podcast qui rend l'administratif de la micro-entreprise plus simple, plus clair, plus accessible. C'est parti pour l'épisode du jour, bonne écoute. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai 2 annonces importantes à faire. Si vous n'êtes pas abonné au compte Instagram J'aime la paperasse ou encore à la newsletter, vous n'avez pas forcément les infos, donc on va faire un petit rattrapage. Donc première annonce, grande annonce, c'est la sortie de mon livre Gérer sa micro-entreprise, c'est facile. Donc il sort le 23 avril, il est publié aux éditions Vuibert et il est déjà disponible en précommande. Les précommandes, c'est important, ça booste les ventes, ça booste la mise en avant sur les grandes plateformes, donc comme Amazon en particulier. Comme d'habitude, je vous mets le lien dans la description de l'épisode et donc c'est le moment, je compte sur vous pour cliquer et bien sûr le commander. Deuxième annonce, c'est la réouverture de mes accompagnements, donc en particulier une formation destinée aux créateurs d'entreprises, donc ceux qui vont se lancer ou qui ont créé leur micro-entreprise depuis moins de 2 ans, qui ont besoin de revoir ou de consolider les bases de la gestion administrative et de la conformité juridique de leur micro-entreprise. Pareil, vous avez le lien dans la description pour aller voir la page donc, qui décrit la formation. La petite information supplémentaire, c'est qu'elle est actuellement sur liste d'attente. Je vais ouvrir les inscriptions dans les prochains jours. Il n'y aura que 6 places maximum à chaque fois, à chaque session, ça sera 4 à 6 places maximum parce qu'il y a un vrai accompagnement individuel et ça, pour le garantir, forcément, je dois limiter le nombre de places. Donc vous avez toutes les infos, je vous laisserai aller voir tout ça et maintenant donc on passe vraiment à l'épisode du jour. Donc, l'essentiel à savoir pour créer sa micro-entreprise, ce qu'on devrait savoir avant de se lancer. C'est toujours un peu compliqué de faire ce type de sujet parce que on est tenté de dire il y a plein de choses à savoir, vous devez maîtriser plein de choses avant de vous lancer, ça évite des erreurs. Oui, d'accord, mais on va revenir à la réalité. Tout le monde n'a pas forcément une vraie préparation en amont. Donc, le but du jeu, là, ça sera de donner quelques éléments clés qui sont vraiment indispensables pour au moins vous donner une vue d'ensemble. Et donc, la première clé, ça va être de comprendre le statut de la micro-entreprise. Ça, j'ai envie de dire que c'est la base de la base pour savoir un minimum dans quoi vous vous lancez. Alors, ce n'est plus le nom officiel, mais on parle encore souvent d'auto-entrepreneur ou même d'auto-entreprise. Aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Donc, la première chose à comprendre, c'est que lorsque vous envisagez de créer votre micro-entreprise, il ne s'agit pas d'un statut juridique à part entière. Créer une micro-entreprise, ça veut dire que vous créez une entreprise individuelle. Mais on parle couramment de statut parce que la micro-entreprise a quelques particularités. Il s'agit principalement de la manière dont on va calculer et payer les cotisations sociales et l'impôt sur le revenu. Le principe, c'est que tous les calculs se basent sur le chiffre d'affaires en appliquant des pourcentages forfaitaires fixes. C'est une des raisons pour lesquelles on considère que gérer une micro-entreprise, c'est particulièrement simple, et c'est vrai. Donc concrètement, les taux de cotisation sociale, ils ont évolué au 1er janvier 2026. Alors, on ne va pas tout détailler là, mais vous avez dans l'article de blog qui accompagne cet épisode de podcast, le tableau récapitulatif, et on en parle aussi à l'épisode 82 par rapport à cette fameuse donc, évolution des taux au 1er janvier 2026. Donc, les taux varient en fonction de l'activité. Pour les activités de vente, on a 12,3% de cotisation sociale et pour les prestations de services, ça varie en fonction de l'activité exacte et ça va de 21,2% à 25,6%. Donc ça veut dire que si vous avez une activité de vente par exemple, pour 1 000 € de chiffre d'affaires, vous payez 123 € de cotisation sociale et si ce sont des prestations de services, ça va être beaucoup plus. Le montant réel est un petit peu différent parce que les cotisations sociales sont en réalité accompagnées de petites taxes et contributions annexes. Donc ça veut aussi dire qu'il est important de bien identifier la catégorie de votre activité. Est-ce qu'il s'agit de vente ou de prestations de services, de nature commerciale, artisanale ou libérale ?
Cette catégorie, elle va avoir une incidence à différents niveaux. Sur les taux de cotisation sociale, donc vous avez vu, l'écart est quand même très important. On passe du simple au double, voire plus. Sur l'impôt sur le revenu et également sur la somme qui va être considérée comme votre revenu par l'administration d'une manière générale, par les banques, etc. Sur les plafonds pour passer à la TVA, pour être obligé de quitter la micro-entreprise, sur votre retraite, etc. Donc, mine de rien, ça semble être un détail et finalement, ça a un impact vraiment important. Précision importante, la notion de chiffre d'affaires en micro-entreprise elle correspond aux encaissements. Ce qui veut dire que tant que vous n'encaissez rien, vous ne payez rien. C'est le fameux pas de chiffre d'affaires, pas de charge qu'on évoque souvent pour la micro-entreprise. Autre précision, les taux de cotisation sociale sont aussi différents dans les départements et régions d'outre-mer. Donc là encore, si vous êtes concerné, je vous invite à aller voir le détail dans l'article de blog. L'impôt sur le revenu, c'est un petit peu plus complexe parce qu'il y a 2 modes de calcul différents. Le plus simple à comprendre, c'est celui qui est vraiment spécifique à la micro-entreprise, ce que l'on appelle le versement libératoire. Parfois, on parle de versement libératoire forfaitaire, c'est la même chose. Le principe, c'est de payer l'impôt sur le revenu en même temps que les cotisations sociales, en appliquant également un pourcentage au chiffre d'affaires. Ce pourcentage, il va être de 1% pour les ventes, 1,7% pour les prestations de services commerciales ou artisanales et 2,2% pour les prestations libérales. Donc si on reprend notre exemple de 1 000 € de chiffre d'affaires pour une activité de vente, vous payez un impôt sur le revenu de 10 € si vous avez opté pour le versement libératoire. Maintenant, ce système, c'est une option et cette option pour le versement libératoire est soumise à des conditions de revenus et ça mérite une réflexion au préalable pour vous assurer qu'il est réellement plus intéressant pour vous par rapport à votre situation. Si vous n'optez pas pour le versement libératoire, là, l'impôt va être calculé sur le barème de l'impôt sur le revenu avec l'ensemble de vos revenus, en fait, comme pour les salariés, comme pour d'autres types de revenus. Donc pour ça, une fois que vous déclarez votre chiffre d'affaires, il y a un calcul automatique pour déterminer votre revenu. Ce qui compte, ce n'est pas l'argent que vous gagnez réellement, mais un revenu théorique qui va prendre en compte un forfait au lieu des vraies dépenses de votre entreprise. Ce forfait, c'est l'abattement pour charge. Encore une fois, on est dans le même principe. Pour le calculer, on va appliquer un pourcentage à votre chiffre d'affaires et ce pourcentage varie en fonction de votre activité. Pour les activités libérales, il est de 34%, il monte à 50% pour les prestations de services commerciales ou artisanales et 71% pour les activités de vente. Donc on reprend encore notre exemple, nos 1 000 € de vente. Ça veut dire que sur ces 1 000 € de vente, on va considérer, peu importe l'argent qui vous reste vraiment à la fin dans votre poche par rapport à vos dépenses, à vos achats, etc., on va considérer que vous avez un revenu de 290 € puisqu'on va enlever 71%, on va considérer que vous avez eu 71% de charge. Ensuite, ce revenu va être cumulé aux autres revenus de votre foyer fiscal pour calculer l'impôt sur le revenu. On passe un petit peu vite sur ces notions. Là, c'est vraiment la base du fonctionnement propre à la micro-entreprise. Une fois que vous avez compris ces notions de calcul, des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, vous avez vu l'essentiel des spécificités de la micro-entreprise. Alors, on peut y ajouter quelques conséquences, par exemple la comptabilité de la micro-entreprise qui est hyper simplifiée. Elle consiste à tenir un livre de recettes qui retrace les encaissements de votre micro-entreprise, donc ça c'est valable pour toutes les micro-entreprises, et également un registre des achats qui va retracer les dépenses de votre micro-entreprise, ça c'est obligatoire uniquement pour les activités de vente et quelques activités assimilées comme la restauration ou les prestations d'hébergement. Donc, une fois que vous avez ça, est-ce que ça suffit réellement à maîtriser l'administratif de la micro-entreprise ? Absolument pas. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que si les particularités de la micro-entreprise peuvent être expliquées en quelques minutes, ça veut dire que l'essentiel de son fonctionnement et de vos obligations en tant que professionnel ne sont pas spécifiques à la micro-entreprise. Une micro-entreprise, je le répète, ça reste une vraie entreprise avant tout, avec globalement les mêmes obligations que n'importe quelle entreprise. Et le premier piège que j'observe souvent chez les micro-entrepreneurs qui se lancent sans une préparation suffisante, c'est de se croire dispensés
des règles qui concernent toutes les entreprises, parce qu'on se dit, c'est juste une micro-entreprise, c'est tout petit, et donc toutes ces choses qui semblent un petit peu compliquées, ça ne nous concerne pas. Et ça, c'est faux. Et il ne faut pas croire que le fait d'être une toute petite entreprise, ça vous mette à l'abri des problèmes ou même des contrôles de l'administration. Ce sont des situations qu'on observe malheureusement au quotidien et qui pourraient être évitées très simplement. Ensuite, on passe à la deuxième clé donc de l'essentiel, à savoir avant de se lancer, les micro-entrepreneurs sont assujettis à la TVA. La TVA, c'est un des plus gros sujets de confusion pour les micro-entrepreneurs. Beaucoup d'auto-entrepreneurs pensent qu'ils ne sont pas assujettis à la TVA et pourtant, je répète, tous les auto-entrepreneurs sont assujettis à la TVA. Alors pourquoi ce malentendu? Quand on crée sa micro-entreprise, on est placé par défaut en franchise de TVA. Donc ça veut dire que vous ne collectez pas de TVA, vous n'en déduisez pas non plus, donc sauf exception, vous fonctionnez vis-à-vis de la TVA comme dans la vie de tous les jours en tant que particulier. Mais ce fonctionnement, la franchise de TVA, ce n'est qu'un des régimes de TVA. Donc on a deux grands types de régimes de TVA, c'est-à-dire la manière dont on va gérer la TVA dans son entreprise. Le régime de base, donc c'est celui-là, la franchise de TVA. Grosso modo, on ne se soucie pas de la TVA. Et à côté, on a les régimes réels de TVA, où là, on va collecter, déduire la TVA, reverser la différence, etc. Donc ce régime de la franchise de TVA, il est soumis à une limite de chiffre d'affaires. En réalité, ce qui se passe, c'est que votre entreprise est assujettie à la TVA dès sa création, elle est placée en franchise de TVA, et dès que vous dépassez les plafonds, ou si vous choisissez d'opter pour la TVA, vous devenez redevable de la TVA. Ça peut sembler dérisoire de faire cette distinction entre assujetti et redevable, mais il y a des conséquences derrière. D'abord, ça veut dire que vous devez surveiller les plafonds de la franchise de TVA pour pouvoir anticiper et réaliser les démarches appropriées lorsque vous atteignez le seuil de la TVA, enfin le seuil de la franchise de TVA. Les règles de la franchise ont évolué au 1er janvier 2025. Depuis 2025, déjà les seuils sont fixes, ils n'évoluent plus tous les 3 ans, donc ça fait que au moins, ça c'est une information, une fois que vous l'avez, vous la retenez, ça ne bouge plus. Et donc, vous passez obligatoirement à la TVA dès le 1er janvier suivant. Si votre chiffre d'affaires atteint le seuil de base, c'est-à-dire 37 500 € pour les prestations de services et 85 000 € pour les ventes, et dès le jour du dépassement du seuil majoré, c'est-à-dire si votre chiffre d'affaires atteint 41 250 € pour les prestations de services et 93 500 € pour les ventes. Donc ça, c'est la première chose, la règle de sortie de la franchise de TVA, donc le moment où vous devenez redevable de la TVA. Ensuite, pourquoi ces mots sont importants ? Ça veut aussi dire que vous devez respecter les obligations qui concernent tous les assujettis à la TVA. Si une exception est prévue pour les entreprises qui sont en franchise de TVA, elle est précisée explicitement. Par exemple, la réforme de la facturation électronique, elle vous concerne en tant que micro-entrepreneur comme n'importe quelle entreprise, tout simplement en tant qu'assujetti à la TVA. Et ça, c'est valable même si vous êtes en franchise de TVA et que donc vous n'en êtes pas redevable. Donc quand on insiste sur les termes, ce n'est pas pour chipoter, ce n'est pas pour dire « oui, mais moi, je sais mieux que », c'est vraiment pour pouvoir bien déterminer quelles sont les règles qui vous concernent ou non. Après, le passage à la TVA, il n'est pas aussi dramatique qu'on le présente parfois, mais il a quand même un impact important dans la vie d'une jeune entreprise et il demande un minimum d'anticipation et de préparation, voire de formation, pour bien gérer cette transition. Les erreurs comme le fait de se rendre compte tardivement qu'on ne remplit plus les conditions pour rester en franchise de TVA, ça arrive fréquemment et ça a tendance à coûter cher. Dans mes formations, donc j'ai proposé longtemps une formation dédiée au passage à la TVA, peut-être qu'elle reviendra un jour, et j'ai aussi réalisé régulièrement des rendez-vous individuels sur ce sujet, donc du passage à la TVA. Ça a permis à des clients de régulariser leur situation, donc ça c'est super, mais avec parfois des dettes de plusieurs milliers d'euros à rattraper. Donc ça reste quelque chose de pénible par les démarches à réaliser et par les conséquences qu'il peut y avoir au niveau financier, parce que même si on se retrouve à peu près dans la même situation, c'est-à-dire si on arrive à éviter les pénalités et qu'on rattrape juste la TVA que de toute façon on aurait dû reverser,
Eh bien quand même, ça on ne l'avait pas prévu et ça fait un trou dans la trésorerie, surtout si on n'avait pas anticipé par rapport à la tarification et que du coup on vient piocher dans sa marge, même dans sa rémunération parfois, pour pouvoir rattraper cette dette. Donc maîtriser ses obligations, c'est une façon de maîtriser les risques de son entreprise et éviter de mauvaises surprises. Ensuite, troisième clé, on est en plein dans le sujet, c'est tout simplement l'importance de bien préparer sa création. La micro-entreprise, c'est simple et rapide à créer. Vous vous rendez sur le guichet unique, qui est l'unique portail officiel géré par l'INPI. Vous remplissez le formulaire en quelques minutes. Quelques jours plus tard, c'est bon, votre micro-entreprise, elle existe officiellement. Vu comme ça, c'est archi simple. En plus, cette démarche de création est gratuite. Ça, c'est important. Si à un moment, on vous réclame un paiement pour la création de votre micro-entreprise, c'est que vous n'êtes pas sur le bon site. Vous êtes sur un site commercial au lieu de la plateforme officielle de l'administration. Donc attention, parce que ça ne vaut pas forcément le coup de payer pour ce service, puisque de toute façon, la plupart des informations, vous devez les fournir, donc autant le faire directement avec l'administration. Et parfois, il s'agit même d'un abonnement, et on s'en rend compte après avec les débits sur le compte bancaire, parce qu'on n'a pas vu qu'en fait on a sélectionné un abonnement et pas juste un paiement ponctuel. Enfin bref, ce sont des situations que je vois régulièrement, et si vous pouvez éviter de tomber là-dedans, c'est tant mieux. Donc cet aspect vraiment simple de la micro-entreprise, c'est une bonne et une mauvaise nouvelle à la fois. C'est positif parce que ça rend l'entrepreneuriat accessible, qu'il s'agisse d'un véritable projet entrepreneurial ou d'une simple activité complémentaire. Donc ça, je trouve ça absolument génial avec la micro-entreprise. C'est vraiment tant mieux que la création d'entreprise puisse se démocratiser comme ça et que n'importe qui puisse tenter sa chance et lancer son projet. Par contre, l'inconvénient derrière, c'est que comme il n'y a quasiment aucun frein à l'entrée, beaucoup de personnes vont créer leur entreprise sans préparation, sans mesurer dans quoi ils s'engagent, sans réfléchir aux optimisations pour sécuriser leur projet ou pour accompagner son développement. Donc, on est sur une création d'entreprise improvisée. Quand je dis ça, le but, ce n'est pas de porter un jugement, mais que vous compreniez que certains choix que vous faites au moment de la création de votre entreprise peuvent avoir un sérieux impact sur la suite de votre entreprise. Par exemple, un des points que j'aborde systématiquement dans mes accompagnements, c'est celui de la date de création d'entreprise. On pense souvent que ça, c'est une question anodine, en plus avec les citations du type le meilleur jour pour te lancer, c'était hier, et le deuxième meilleur jour, c'est aujourd'hui. Bon, ok pour le côté mindset, etc. Mais là, quand on est sur les questions administratives, de stratégie, etc., parfois, on est ultra terre à terre pour regarder si ça a vraiment un impact. Et là, oui, en l'occurrence, ça peut avoir un impact. Donc là-dessus, en fonction de votre situation personnelle, de votre situation professionnelle, de vos projets, de votre future activité, etc., la date de création peut devenir un véritable levier stratégique. Donc, si vous n'avez pas préparé ce point en amont, il est trop tard, puisque une fois que l'entreprise est créée, la date, c'est un élément qui ne bouge pas trop. Et parfois, quand je vous dis que c'est un levier stratégique, on peut avoir des écarts de plusieurs dizaines de milliers d'euros à cause d'un mauvais choix de date. Évidemment, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais si c'est votre cas à vous et que vous passez à côté, c'est dommage. Donc en pratique, dans la plupart des cas, quand on crée une micro-entreprise, on n'a pas besoin de business plan détaillé, mais même pour soi, c'est important d'étudier certaines questions et leur impact sur les aides à la création d'entreprise et même sur la faisabilité du projet dans son ensemble. Le fait d'analyser ces questions en amont, ça vous permet d'effectuer les ajustements nécessaires le plus tôt possible, de vérifier si le statut de la micro-entreprise est vraiment adapté à votre projet, de sécuriser et même d'optimiser votre projet autant que possible. Ensuite, quatrième clé, il est indispensable de gérer votre argent en micro-entreprise. Encore une fois, l'aspect simplifié de la micro-entreprise a ses effets pervers, c'est un peu le revers de la médaille, et beaucoup de micro-entrepreneurs passent de très longues années à naviguer à vue sans avoir aucune vision claire sur leurs finances. Pourtant, aucune entreprise ne fonctionne sans argent, donc l'aspect financier devrait faire partie des piliers de n'importe quel projet entrepreneurial. Et ça, c'est valable même en micro-entreprise, même pour une toute petite activité. Alors, quand on parle de gestion financière, tout de suite, on a l'impression qu'on va aborder des questions très compliquées, des choses très compliquées, mais heureusement, on peut aborder ce sujet simplement.
Le but, finalement, c'est de savoir à tout moment où vous en êtes et où vous allez. Et donc pour ça, vérifiez simplement le solde de votre compte bancaire, ça ne suffit pas. Vous gagnez énormément à mettre en place des habitudes et des outils simples qui vont vous donner les informations dont vous avez besoin sur votre activité. Par exemple, une des premières actions que je recommande à tous les micro-entrepreneurs que j'accompagne, c'est d'ouvrir un compte bancaire séparé pour leur micro-entreprise le plus tôt possible. Si on s'arrête à l'aspect légal, vous devez ouvrir un compte bancaire dédié à votre micro-entreprise quand vous avez réalisé plus de 10 000 € de chiffre d'affaires pendant 2 années de suite. Donc ça veut dire que vous pouvez réaliser 2 années à 60 000 € chacune en mélangeant tout ce qui est pro, perso, tout ça sur le même compte bancaire. D'un point de vue de gestion, c'est un non-sens. Donc séparer vos comptes, c'est un geste simple qui va faciliter la gestion puisque vous aurez toutes les opérations de votre micro-entreprise au même endroit et uniquement ces opérations. Et même à titre personnel, c'est une manière aussi de matérialiser la séparation entre les deux, de considérer qu'il y a vous d'un côté et votre entreprise de l'autre côté comme une entité à part entière, même si sur le plan légal ce n'est pas tout à fait le cas. Ensuite, on va un petit peu plus loin en mettant en place des outils simples pour que vous ayez la vision sur vos chiffres. Un prévisionnel de chiffre d'affaires, un suivi de votre trésorerie, tout ça, ce sont des outils simples, mais qui vous permettent de traduire en chiffres ce qui se passe dans votre entreprise. Là encore, on l'a dit, quand vous créez une micro-entreprise, en général, vous n'avez pas besoin d'un business plan détaillé comme si vous alliez chercher un financement ou convaincre des partenaires. Par contre, vous avez besoin d'avoir un minimum de clarté sur votre activité. La base de toute activité indépendante, ce n'est pas le statut juridique, c'est surtout de savoir ce que vous vendez, à qui et comment. Et le fait d'assurer une gestion administrative efficace, de mettre en place des outils de pilotage, tout ça, ça vous permet de disposer de tous les éléments pour prendre ensuite des décisions stratégiques. Ça veut dire qu'après, vous ne vous appuyez pas sur un simple ressenti, vous n'êtes pas dans le flou à partir à la pêche aux informations à chaque fois que vous en avez besoin, mais vous avez sous les yeux toutes les données pour voir ce qui fonctionne ou pas, quels ajustements réaliser en priorité, comment rendre votre micro-entreprise plus rentable, quelle rémunération vous pouvez vraiment vous accorder, est-ce que vous devriez quitter la micro-entreprise et passer en société, etc. Je sais que l'argent crée de l'inconfort chez beaucoup de personnes, donc ce n'est pas toujours facile, mais c'est trop important dans la vie d'une entreprise pour passer à côté du sujet. Et la bonne nouvelle, c'est que, exactement comme la gestion administrative, la gestion financière, ça s'apprend. Ensuite, on passe à la 5e clé, c'est la conformité légale de la micro-entreprise. On a parlé du fonctionnement global de la micro-entreprise, de la préparation du projet de la création, du passage à la TVA, de la gestion financière. Tout ça, ce sont des bases indispensables, mais il ne faut pas s'arrêter là. Un des pièges dans lequel tombent beaucoup de micro-entrepreneurs, c'est de s'arrêter à la gestion courante. Être capable de réaliser ses devis et ses factures, de tenir sa comptabilité, de déclarer son chiffre d'affaires à l'URSSAF. Tout ça, ce sont les compétences de base, effectivement, pour gérer l'administratif de la micro-entreprise au quotidien. Même au niveau de cette gestion administrative, si on va un petit peu plus loin, vous avez aussi besoin de maîtriser le fonctionnement de base des impôts, donc l'impôt sur le revenu, la CFE, la TVA, etc., les cotisations sociales, les différentes déclarations qui vous concernent, savoir quelles obligations vous concernent, quelles actions vous devez mener, à quel moment, où et comment. Là, on est encore dans la gestion administrative de base. Ensuite, on a d'autres obligations qui ne sont pas directement liées à l'administration par des déclarations ou des paiements et qu'il ne faut pas négliger. Avoir une micro-entreprise en règle, ça demande donc d'aller au-delà de cette gestion administrative de base et de mettre en place un cadre juridique conforme. Ce cadre juridique, c'est vraiment un point très important de la sécurité de votre entreprise. Ce n'est pas le seul, mais là, il s'agit vraiment d'un pilier. L'exemple le plus parlant, c'est celui des conditions générales de vente, les fameuses CGV. Vous avez beau envoyer des factures et des devis. Si vous n'avez pas établi des CGV en bonne et due forme, non seulement vous prenez des risques de sanctions, mais en plus, il vous manque un support fiable pour encadrer la relation avec vos clients. Donc ça vous expose à des risques de litige, à une relation client bien plus compliquée et des risques de pertes financières qui peuvent être assez importants. Personne n'a envie de travailler sans être payé ou de subir des abus sans pouvoir réagir et pourtant, le fait de travailler comme ça, sans CGV,
Une des conséquences, c'est bien de s'exposer à ces risques. Après, au-delà du fait de sécuriser votre micro-entreprise, tout le cadre juridique que vous mettez en place, vous pouvez le transformer en atout pour votre entreprise. Vos CGV, votre politique de confidentialité, vos process, tout ça, ce sont autant d'éléments qui peuvent donner une image professionnelle et aussi à travers lesquels vous pouvez refléter vos valeurs auprès de vos clients. Ce qui peut rebuter, c'est en même temps ce qui rend ce travail encore plus utile, c'est que ce travail est personnalisé. Alors bien sûr, vous pouvez prendre un raccourci avec un modèle de CGV ou même confier leur rédaction à un avocat, mais dans tous les cas, cette étape va vous obliger à vous questionner sur votre activité et sur la façon dont vous souhaitez qu'elle se déroule au quotidien. Quelle est votre relation avec vos clients ? Comment se déroule la vente ou la prestation ? Quelle est la procédure en cas d'insatisfaction, etc. Là, vous êtes vraiment sur le terrain, au cœur de votre activité et ça vous permet de vraiment réfléchir point par point à tout le cadre de votre activité. On ne parle plus seulement d'obligations légales, mais de votre offre, votre relation client, la sécurité dont vous avez besoin et les garanties que vous souhaitez offrir à vos clients de la façon la plus concrète possible. Donc en conclusion, dans l'idéal, avant de créer votre micro-entreprise, vous commencez par préparer votre projet pour poser les bases de votre activité. Tout ça, ça passe par une bonne compréhension du fonctionnement de votre entreprise, de vos obligations, de votre responsabilité en tant que professionnel. Ensuite, rapidement, il est important de mettre en place les dispositifs qui vous permettent de rendre votre micro-entreprise conforme et de maintenir cette conformité malgré les évolutions légales. Pour accompagner le développement de votre micro-entreprise, vous devez aussi prendre en compte l'aspect financier et mettre en place des outils de pilotage simples qui vous permettent d'anticiper et de visualiser la situation de votre activité pour prendre des décisions stratégiques éclairées. Ça peut paraître beaucoup, et on n'a pas tout détaillé dans cet épisode, mais la bonne nouvelle à retenir, c'est que gérer votre micro-entreprise, ça s'apprend. Ça tombe bien, c'est justement le sujet de mon livre « Gérer sa micro-entreprise, c'est facile », actuellement en précommande et qui sort le 23 avril. Et pour vous guider pas à pas avec un véritable accompagnement, j'ai repris donc les formations destinées aux micro-entrepreneurs. Comme d'habitude, vous retrouvez dans la description de l'épisode le lien vers l'article de blog qui l'accompagne, vers le livre, les accompagnements, les ressources. Bref, tout y est et sur j'aime-la-paperasse.com. Donc je vous laisse aller voir tout ça et on se donne rendez-vous très bientôt pour le prochain épisode.